C'était une sorte de rouleau compresseur permanent, la présidence de Donald Trump. Donc on était sans arrêt sur la brèche. Un tweet pouvait tomber à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Dans le cadre de nos interviews de l'été, Point USA reçoit cette semaine Anne Corpé, envoyée spéciale aux États-Unis pour RFI, Radio France Internationale, où elle achève un séjour de 4 ans. Elle nous confiera ses impressions de journaliste sur une période particulièrement agitée dans l'histoire de ce pays. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA. Une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile pour discuter de l'actualité américaine, en compagnie de René Lake, éditeur de presse et analyste politique, Dennis Beaver, avocat en Californie, Georges Collinet, animateur de l'émission Afropop sur la radio publique américaine, et Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain. Anne Corpé, bienvenue à Point USA. Laissez-moi rappeler brièvement votre longue carrière à la radio, diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous commencez comme présentatrice à France Info en 1991. L'année suivante, vous êtes embauchée par Radio France Internationale. Très rapidement, vous devenez grand reporter avec des missions au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. Et en 2012, vous êtes promue rédactrice en chef du service international de RFI avec, entre autres, plusieurs prix prix, un cycle des hautes études européennes à l'ENA. Vous avez été également membre du jury du prix Bayeux des reporters de guerre. Et en août 2017, vous arrivez à Washington comme envoyé spécial. Donald Trump est au tout début de sa présidence. Comment un journaliste étranger couvre-t-il un président américain aussi peu habituel? C'était une sorte de rouleau compresseur permanent, la présidence de Donald Trump. Donc on était sans arrêt sur la brèche. Un tweet pouvait tomber à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Et effectivement, c'était pas habituel. On est sorti de tous les cadres, des cadres horaires, comme je viens de le dire, mais aussi des cadres habituels de la fonction, la façon dont il s'exprimait, ce qu'il disait, sa façon de bousculer les codes en permanence nous a contraints, nous journalistes, effectivement, à nous adapter. Alors, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait pas sauter sur tous les tweets, toutes les déclarations, même si il y avait un énorme appétit de la part des rédactions vis-à-vis de ce président hors norme. Parfois, on se disait bon ça, c'est une élucubration ou ça, c'est important. Donc, c'était parfois un peu difficile d'arbitrer les sujets à traiter parce que la manière de faire de Trump, c'était d'alimenter sans arrêt le fil d'actualité pour être constamment finalement sous les projecteurs, et il a fallu apprendre un peu à prendre du recul finalement et à pas se laisser entraîner dans ce cycle permanent qu'il ne cessait d'entretenir. Et alors, comme vous le dites, il y avait un grand appétit de la part du monde entier d'avoir des informations sur Donald Trump, mais comment expliquer Donald Trump à un public étranger? Je crois que la meilleure manière d'expliquer Donald Trump, finalement, c'est d'aller à la rencontre de ses électeurs, ce que je me suis efforcée de faire pendant 4 ans, d'aller voir ces gens qui non seulement l'ont élu, mais qui l'ont soutenu, idolâtré presque, et qui continuent d'ailleurs d'être derrière lui, ce qui explique sans doute le positionnement actuel du Parti républicain.
Et c'est vrai que moi, j'avais parfois un peu de mal à comprendre cet attachement presque viscéral qu'ont les Américains, enfin une bonne moitié d'entre eux, pour ce président étrange pour nous. Et en fait, à force de les rencontrer, j'ai compris premièrement que il avait, et puis en allant à ces meetings, hein, j'ai compris cette fascination parce que Donald Trump, c'est un homme qui a une forme de génie, c'est de celui de comprendre finalement les attentes d'une large partie du peuple américain qui, pendant des années, en particulier sous les présidences Obama, s'est senti un peu délaissé, oublié. Je pense en particulier à cet électorat blanc du cœur de l'Amérique qui s'est senti un petit peu méprisé peut-être par ces classes dirigeantes, par cette élite des deux côtes américaines, ouest et est. Et en allant à leur rencontre, je me suis aperçue à quel point ils se sont sentis finalement remis dans la lumière grâce à Donald Trump qui n'a cessé d'écouter leurs plaintes, leurs inquiétudes et d'y répondre. Et je pense que c'est à travers ces électeurs qu'il faut qu'on peut le mieux comprendre Donald Trump. Et c'est son génie à lui. Laissez-moi vous demander à ces électeurs, suivant leur idole, pour vous citer, n'aimaient pas détester les médias. Quel accueil vous ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont été brutaux avec vous, refusé de vous répondre ou quelle a été la réaction à l'égard d'une journaliste étrangère? Alors, la première fois que j'ai été à un meeting de Donald Trump, j'ai été très choquée par ce moment qui est en fait un rituel de ces rendez-vous électoraux où Donald Trump se tourne vers la tribune de presse et la fait huer par la foule. À ce moment-là, on a toute la foule qui est entre Donald Trump et la tribune de presse qui se retourne vers vous et qui vous siffle et qui vous fait des signes comme ça, voire comme ça. Et là, je me suis dit, oh là, c'est quand même très inquiétant. Et puis, à la sortie du meeting, on va voir ces gens qui vous ont hué, qui vous ont quasiment menacé. Et là, pour la première fois, être étranger est un vrai atout. Aux États-Unis, c'est un peu compliqué d'approcher les élus, notamment si on n'est pas américain. Mais alors, vers les électeurs de Donald Trump, c'est tout à fait différent. Quand je leur adressais la parole, ils me demandaient souvent, mais vous faites partie des fake news? Je disais, oh non, moi je suis française, je voudrais comprendre pourquoi vous aimez tant votre président, j'ai du respect pour la fonction. Et là, tout de suite, ils étaient très heureux de me parler et de m'expliquer les raisons pour lesquelles ils aimaient leur président, pour lesquelles ils soutenaient sa politique. Et là, justement, être étrangère était vraiment un atout. Et j'ai toujours été très, très bien reçue, non seulement par les électeurs de Donald Trump, mais par tous les Américains. Je dois dire que c'est un pays où c'est vraiment un plaisir de travailler, où les gens sont extrêmement chaleureux et habitués aux médias. Et c'est vraiment très facile de travailler. J'ai une question pour vous. Oui. Anne, comment l'Amérique, mon pays, toute ma vie ici en Amérique, sauf les petits séjours en France, comment l'Amérique t'a changé? L'Amérique m'a rendue plus aimable, je crois. Je vais rentrer à la fin du mois en France et je suis un peu inquiète à l'idée de retrouver un peu cette brutalité quotidienne qu'ont les Parisiens, par exemple. Ici, ce sont des choses toutes bêtes, mais quand on attend le bus, on l'attend dans l'ordre et quand le bus arrive, on rentre dans l'ordre où on est arrivé. En France, tout le monde se précipite dans le bus. Quand on se croise dans la rue, on se dit toujours bonjour, on se sourit. Il y a une forme de courtoisie quotidienne que je trouve particulièrement agréable dans ce pays et que j'espère avoir intégré et que j'espère pouvoir conserver même dans un pays un peu plus chaotique qu'est la France. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois que l'Amérique m'a rendue plus ouverte. Ici, on est habitué à fréquenter en permanence toutes sortes de personnes issues d'horizons différents, d'ethnies différentes, de races différentes, qui parlent des langues différentes. Et je pense que c'est ce melting pot, qui n'est pas un mythe, qui est une réalité aux États-Unis, même si elle a du mal à être intégrée, en particulier par les électeurs de Donald Trump,
ce melting pot est vraiment une richesse et je pense que voilà, ça c'est aussi un enrichissement de l'Amérique. Alors, et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ici, dans mon pays? Alors, ce que j'aime pas, c'est quand mon voisin vient me faire des remarques sur le fait que ma pelouse n'a pas été tondue en temps et en heure. C'est cette manière qu'ont les Américains de vous rappeler constamment les règles. Si on traverse, comme je le fais en tant que bonne Parisienne, au feu, alors qu'il n'est pas encore passé au rouge, il y a toujours un Américain pour vous dire « Ouais, mais ça, faut pas le faire, c'est pas bien. » Ça m'énerve un peu, je dois dire, ce côté… ou alors, je sais pas, j'ai une amie qui me racontait récemment qu'elle avait emmené son fils de 6 ans faire du vélo sur le trottoir alors qu'elle marchait à côté de lui. Il portait pas de casque et un automobiliste s'est arrêté pour lui faire la leçon. Bon, ce côté un petit peu, je donne des leçons à mon voisin en permanence, m'énerve un peu. Ouais. Bon, écoutez, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de revenir un peu sur le reportage et ensuite discuter un peu de comment les années Trump ont changé le journalisme ici aux États-Unis et si ça a eu un impact dans d'autres pays. Alors d'abord au niveau du reportage, je serais assez curieux de savoir comment vous arriviez à contextualiser. J'imagine qu'au début, vous avez commencé à faire vos reportages comme vous faisiez avant. Le président a dit ceci, un sénateur, pour donner le point de vue contradictoire, a dit cela, vous vous limitiez à cela. Faire un reportage classique. Mais il arrivait un moment où très rapidement, y compris la presse ici américaine, y compris dans les agences qui sont beaucoup plus rigoureuses de ce point de vue, qui font très attention à ne pas, à ne pas faire de mise en perspective, de ne pas mélanger le reportage et la mise en perspective et l'analyse. Très rapidement, les gens se sont rendus compte que c'était difficile de faire ça avec Donald Trump. Deux déclarations sur 3 relevaient du mensonge le plus criard. Comment affronter une telle situation? Alors, et à la fin même, je pense, et sans trop en discuter, je crois qu'il y a même une sorte de trivialisation du langage dans la presse américaine, où à tout bout de champ, dire le président ment, c'est un menteur, il ment, etc. Donc ça s'est trivialisé. Les gens ont un peu joué, à mon avis, malheureusement, le jeu de Trump, et on est arrivé dans une sorte de cacophonie complètement triviale, pour ne pas dire même primaire. Donc, alors, la première question, donc, je me demande comment arrivez-vous à chaque fois à dire, écoutez, le président Donald Trump a dit ceci, cela, mais en réalité, ça ne correspond absolument pas à la réalité, etc. Comment vous êtes arrivé? Parce que ça change complètement la manière dont vous faites le reportage. On pouvait plus faire comme on faisait avant. Il a dit ça, l'autre a dit ça, et notre reportage est terminé, puisqu'on sait que ce que l'on rapporte au public, et ici un public français ou un public international, puisque c'est RFI, ce sont des histoires. Comment vous faisiez? C'est vrai que ça a été compliqué. Oui, c'est vrai que ça a été compliqué. Au début, on a tendance, enfin moi, il y avait une forme de sacralisation de la parole présidentielle qui a complètement volé en éclats avec Donald Trump. Et c'est vrai qu'il a fallu faire preuve de prudence. Mais sur les mensonges, ce qui m'a aussi intéressée, en fait, c'est de voir à quel point ils ont imprégné son électorat. Et finalement, vérité ou pas, ce qui comptait aussi, c'était de voir à quel point son électorat, quoi qu'il dise, le suivait. Et c'est ça qui m'a inquiétée en réalité. C'est-à-dire que et son électorat allait même au-delà des mensonges de Donald Trump. C'est l'électorat de Donald Trump allait chercher des informations à des sources les plus improbables. Je pense au mouvement QAnoniste, mais aussi à des vidéos ridicules sur YouTube pour finalement émettre les théories les plus saugrenues à propos, par exemple, du Covid. Et ce qui est très inquiétant, ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est à quel point cette crédulité et ce mensonge répandu en permanence avait un impact réel. Donc, mon travail, c'était de montrer, de faire état de la parole présidentielle, de dire attention, c'est faux,
mais de dire c'est faux, mais les gens le croient, donc ça a un impact réel. Et c'est là toute la difficulté, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui aux États-Unis, à mon avis, face à un vrai problème. On parle sans arrêt de la division de ce pays, et je crois que la division fondamentale, c'est celle qui est creusée par le rapport aux sources, à la véracité, le rapport à l'information finalement. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du pays qui est maintenant complètement affranchie des sources traditionnelles et fiables et qui va chercher ce qu'elle considère être des informations, mais qui n'en sont pas, donc des théories, on va dire, n'importe où, et qui ancrent ces décisions réelles, qui ont des impacts réels. Encore une fois, je cite la pandémie et le refus, par exemple, d'énormément d'Américains de se faire vacciner, pour être dans le concret et dans le réel, qui argumentent leurs décisions sur des mensonges et des contre-vérités. Et je crois que c'est extrêmement dangereux. Et malheureusement, c'est un phénomène qui n'est pas du tout limité aux États-Unis et qui se répand à travers le monde. On le voit en France en particulier. Alors, sur l'autre aspect, le prolongement de la question, j'y faisais référence tout à l'heure. Vous qui venez d'un système latin, le système français, où c'est d'abord, et c'est la naissance même de la presse, c'était une presse d'opinion au départ. Donc, quand on vient de ce type de formation, on est habitué à une presse engagé, je dis engagé ici en sens générique, hein, engagé que ce soit à droite, à gauche, au centre, peu importe. Presse idéologique, presse politique, presse d'opinion, appelez-la comme vous voulez. Alors qu'ici, dans le système anglo-saxon et le système américain en particulier, très tôt, s'est développé une presse comme un instrument commercial, la presse avait une fonction commerciale avec des règles extrêmement précises qui étaient même dictées par la loi, notamment la question de l'équilibre entre les opinions des différents partis, principalement des deux partis quand elle était présentée au public américain. Qu'est-ce qui s'est passé avec les années Trump? Très rapidement, il y a ce que moi j'appelle un peu une sorte d'éditorialisation de la presse. Et quand on prend, je vais prendre quelques exemples. Vous prenez par exemple le CNN, qui était quand même, de mon point de vue, en tout cas dans la presse audiovisuelle, je ne parle pas des grands ABC, NBC, CBS, qui eux, globalement, sont restés fidèles à leur ligne. Mais quand on va sur le câble, CNN, qui était relativement équilibré, faisait très attention de ne pas mélanger l'analyse avec l'opinion, avec l'information. Tout d'un coup, avec Trump, au bout de 6 mois, je pense 9 mois, pas plus, en cas dès la fin de la première année, et tout le monde a commencé à éditorialiser. Je prends par exemple, on prend Anderson Cooper, qui était de mon point de vue l'un des gars qui était assez strict. Anderson Cooper, Wolf Blitzer, Jake Tapper, tous ces gens-là faisaient très attention. Ils donnaient l'information et quand il s'agissait de donner des opinions, ils appelaient des invités. Alors, il y avait un invité qui donnait l'opinion de droite, l'autre de gauche, etc. Le truc classique. Mais au fur et à mesure, tous ces journalistes-là ont commencé à faire My Takes, je crois, il dit Don Lemon. Comment il s'appelle, Anderson Cooper, Keeps Them Honest. Alors, maintenant, pratiquement tous les shows que vous prenez sur toutes les chaînes de télévision, je ne parle pas encore une fois des grandes chaînes, des 3 grandes chaînes, mais toutes les autres commencent toujours par une forme d'éditorial, exactement comme on a connu en France de tout temps en réalité dans la presse française. Alors ça c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau, qui à mon avis est au maître au compte malheureusement des années Trump, et je crois que ça n'a pas fait grandir la presse américaine, en tout cas celle qui était la plus sérieuse, n'en est pas sortie grandie. Alors, est-ce que vous avez constaté ce phénomène-là? Comment vous avez réagi? Est-ce que ça vous a surpris? Ou est-ce que peut-être même que vous pensez que mon jugement est peut-être trop sévère? Non, je pense que vous avez raison. CNN, MSNBC ont été viscéralement anti-Trump. Fox News, d'un autre côté, a été viscéralement pro-Trump. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Trump a permis aux médias d'engranger
énormément d'argent. C'était aussi je veux dire, les audiences des télévisions, les tirages des journaux ont considérablement augmenté sous la présidence de Donald Trump. Et donc, c'était une machine à cash, en quelque sorte. Je pense que ce choix éditorial, c'est aussi un choix commercial. Je voudrais souligner quand même qu'il y a eu, même si on peut effectivement penser que leur couverture était partisane, il y a eu dans la presse écrite, et je pense en particulier au Washington Post et au New York Times, un travail énorme de vérification des faits, d'enquête sous cette présidence qui, je crois, a été vraiment essentielle et salutaire. Et moi, j'ai été impressionnée par certaines enquêtes menées par ces journaux et j'enviais finalement les moyens qui leur ont été alloués pour faire ce travail. Donc, au-delà effectivement de cette fracture partisane qui a vraiment scindé effectivement les télévisions sur le câble et la presse écrite aussi, je crois qu'il y a eu vraiment un effort d'enquête et de vérification des faits permanent qu'il faut saluer. Voilà, nous poursuivons cette conversation avec Anne Corpé, envoyée spéciale aux États-Unis de RFI, après cette pause. Nous retrouvons Anne Corpé, envoyée spéciale RFI aux États-Unis. Anne, je le disais au début de cette émission, vous avez eu la chance, d'une certaine façon, c'est certainement une chance pour une journaliste, ou un journaliste, de se trouver aux États-Unis à une période comme, et j'y vis depuis plus de 50 ans, on n'avait jamais vu. Donc, vous aviez déjà le phénomène Trump, mais il y a eu aussi la pandémie. Alors, comment votre travail a été affecté pendant cette période où vous étiez finalement confiné? Pour un journaliste, c'est pas tout à fait la situation. Je vais vous dire, la vérité, c'est que j'étais pas tellement confinée. J'ai continué à partir en reportage aux États-Unis, à prendre l'avion. Alors, pas le premier mois. Et puis, j'ai continué à partir en reportage et à traiter le Covid et la pandémie. Je sais pas, je suis allée dans le Dakota du Nord, par exemple, un État où je pensais ne jamais mettre les pieds, à un moment où il enregistrait une augmentation dramatique du nombre d'infections. Alors, concrètement, ça avait un impact, évidemment, sur ma manière de travailler. Je faisais toutes mes interviews dehors. J'étais masquée, je me lavais les dents 1000 fois par jour, les mains 1000 fois par jour. Je travaillais avec une perche pour pouvoir faire des interviews à distance. Beaucoup de mes interlocuteurs, je les joignais plutôt par Zoom, effectivement, parce que eux refusaient de me voir. Mais j'ai fait des reportages, par exemple, dans les quartiers afro-américains de Washington, à une période où ils étaient particulièrement touchés par le virus. Donc, j'ai été faire des sujets sur l'impact économique de cette pandémie. Donc, voilà, j'ai continué à circuler. Alors, j'ai fait un nombre incalculable de tests. À chaque fois que je partais, je faisais un test avant, un test après. J'ai été couvrir le premier meeting de Donald Trump en intérieur à Tulsa, dans l'Oklahoma, après l'arrêt des meetings, un meeting qui a donné lieu à d'ailleurs un nombre d'infections assez important. Moi, j'ai pas été contaminée parce que je faisais vraiment attention. J'avais mes doubles masques, mes masques aux normes 95. Bon, voilà, j'ai eu la chance de passer à travers les mailles du filet en prenant les précautions nécessaires, mais il me semblait important de continuer d'aller à la rencontre des Américains dans cette période critique. Vous êtes surprise par la résistance de presque 30% de la population américaine à se faire vacciner? Ou bien c'est un phénomène, est-ce que vous avez la même situation en France? Alors, j'ai pas les chiffres exacts sur ce qui se passe en France, mais je vois bien qu'il y a aussi une réticence à la vaccination. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'impact des mensonges, sur le fait que les Américains
ont cessé de faire confiance aux médias traditionnels et même à la science. Donc, c'est un vrai problème. C'est très inquiétant pour la suite et je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Mais ça m'inquiète surtout de voir des élus. Alors, ils sont en train de commencer à changer leur fusil d'épaule. On a vu des élus républicains et même des animateurs bien connus de Fox News dire à leurs concitoyens, allez-y, faites-vous vacciner, c'est indispensable et c'est une mesure de protection nécessaire non seulement pour vous, mais pour vos proches. Mais c'est vrai que c'est inquiétant de voir cette réticence devant les vaccins, d'autant que on a, pendant des années, on s'est vacciné contre toutes sortes de maladies sans tergiverser. Bon, malheureusement, je crains que ce soit un phénomène qui dure et qui aura un impact certainement sur la suite de la pandémie. Anne, qu'est-ce qui explique ces crétins qui veulent pas se faire vacciner? Pourquoi? Non. Ils regardent, ils écoutent n'importe quoi sur Internet. Ils croient les théories les plus farfelues. Enfin, c'est quand même des gens qui étaient... ce sont les mêmes qui étaient persuadés que Hillary Clinton faisait partie d'un réseau pédophile meurtrier à l'arrière d'une pizzeria à Washington. Bon, aujourd'hui, certains pensent que le vaccin... on leur permet à des puissances occultes de leur implanter des micropuces, enfin des délires complets, quoi. Ces délires ont été relayés. C'est ça qui est dramatique. Ont été relayés. En fait, le fait que Donald Trump se soit fait vacciner en catimini avant de quitter la Maison Blanche, qu'il n'est pas, contrairement à son successeur, montrer, voilà, je tends mon bras, je reçois ma dose devant tout le monde. Je pense que ce genre de choses a un impact. Et Donald Trump a un pouvoir formidable sur tous ces gens. Et je pense qu'il a failli à ses responsabilités en n'appelant pas plus tôt les Américains à se faire vacciner, alors que c'est quand même lui, et il faut lui rendre hommage pour ça, qui a mis en branle un système formidable de financement, qui a acheté des millions de doses de vaccins aux compagnies, qui a permis finalement à ces compagnies américaines de produire autant de vaccins. C'est grâce à Donald Trump. Après, Joe Biden a organisé la vaccination et on a fait la publicité massive et a poussé les Américains, ils ne cessent de le faire, à se faire vacciner. Mais enfin, si le produit, si les sérums, les doses étaient là, c'est notamment grâce à la politique de Donald Trump et il faut lui rendre grâce. Mais il n'a pas fait le boulot jusqu'au bout parce qu'il n'a pas dit aux Américains, allez-y, c'est important, je vous le demande de le faire. Et je pense qu'il n'est pas trop tard, il pourrait le faire aujourd'hui. On a parlé d'une éventuelle intervention télévisée avec Biden et Trump côte à côte, mais est-ce que c'est envisageable? Herman, est-ce que vous avez une question? Herman? Oui, vous vous rappelez que quand il a annoncé sa candidature, Trump a parlé des Mexicains, il a dit qu'ils sont des violeurs, tout ce qui est mauvais pour des gens. Et c'est un élément raciste. Est-ce que vous parlez de ça de temps en temps? Bien sûr, un des premiers reportages que j'ai fait en arrivant aux États-Unis, c'était un reportage de 20 minutes que j'ai produit sur ce qu'on appelle ici l'alt-right, l'extrême droite alternative américaine. J'ai été couvrir une manifestation White Lives Matter. Je vous parle d'une époque avant la mort de George Floyd, avant l'explosion de Black Lives Matter. Et je pensais que j'allais tomber sur une centaine de fanatiques et j'étais très frappée de voir des milliers de gens. Alors, il y avait effectivement quelques centaines de fanatiques nazis, quoi, qui arboraient des insignes nazis et qui racontaient des propos, qui tenaient des propos que je n'ai pas le droit de diffuser en France parce qu'ils sont contraires à la loi. Je parle de propos négationnistes, par exemple. Mais ce qui m'a frappé, c'est la présence de ces milliers d'Américains normaux à leur côté. Et je crois que il y a une vraie angoisse de l'homme blanc, de la classe moyenne ou de la classe populaire américaine,
face à la diversité qu'est l'Amérique. Donc oui, bien sûr, j'ai parlé des phénomènes racistes, j'ai couvert toutes ces manifestations Black Lives Matter, j'ai écouté ces latinos aussi exprimer leurs angoisses face aux politiques de Donald Trump qui a considérablement restreint les possibilités de visa ou de séjour légal aux États-Unis pour ces gens-là. Et bien sûr, c'est un phénomène qui intéresse beaucoup mes auditeurs qui sont pour la plupart en Afrique francophone et qui se sentent évidemment concernés par le sort des Afro-Américains notamment. Croyez-vous qu'une femme peut être élue présidente aux États-Unis? Mais bien sûr, je crois qu'une femme peut être élue présidente des États-Unis. Toute la question, c'est de savoir quand. Georges, une question? Et Anne, vous avez parlé de délire là tout à l'heure et je voudrais savoir comment est-ce que vous faites le reportage sur justement ce nouveau délire qui est celui de comptage des votes. Comment est-ce que vous présentez cela? Ah ben là, j'ai arrêté d'en parler, moi. Pour moi, l'affaire est pliée. Je suis pas tous les rebondissements du recomptage en Arizona. On l'a suivi, évidemment, pendant toute la période jusqu'à la certification des résultats. Et puis après, pour moi, j'en parle plus. Je dis simplement que Donald Trump n'a toujours pas accepté le scrutin et que une énorme partie de son électorat continue de considérer qu'il y a eu des triches, qu'il y a eu de la fraude, mais que la justice a rendu son verdict, que la Cour suprême a rendu son verdict et qu'il n'y a pas de fraude avérée. Donc, je ne cesse de répéter les faits. Je continue de dire que les faits ne sont pas enregistrés par certains Américains, mais pour moi, c'est plus un sujet, le recomptage. Joe Biden est à la Maison-Blanche depuis le 20 janvier. C'est un sujet du passé pour moi. Après, les quelques… Anne, vous parlez du passé, justement. Vous avez couvert Trump pendant 4 ans et vous avez suivi les débuts de la présidence Biden. Ça fait une sacrée différence, non? Ah ben, la différence, déjà, c'est que je dors mieux la nuit. Hein. C'est vrai que le rythme, c'est un peu allégé. Ça tombe bien, ça m'a laissé le temps de faire mes cartons. Vous allez voir, derrière moi, les étagères sont vides. Elles étaient pleines de bouquins encore jusqu'à la semaine dernière. Et puis, on est retourné à une forme de normalité, finalement, avec une parole présidentielle qui est plus attendue. Biden s'exprime très souvent. Il se répète beaucoup, mais je pense qu'il a raison parce qu'il y a des choses qu'il faut répéter pour qu'elles soient comprises. Mais je ne traite pas chacun de ses discours parce que quand il les répète pour la 40e fois que ce soir à la table de la cuisine, il manquera quelqu'un parce qu'il a été tué par le Covid, et que donc il est important de se faire vacciner, je laisse filer, on va dire. C'est moins amusant, c'est vrai. Il y a moins de manifestations. Ce que j'allais vous demander, pour une journaliste, c'était plus drôle de courir. C'est moins excitant, c'est moins amusant. C'est vrai que non seulement il y a eu, je sais pas, les élections des juges à la Cour suprême sous Donald Trump, c'était tous les jours des manifestations. Il y a eu des tas d'épisodes qui suscitaient des deux parties dans chaque camp des espèces de montées de fièvre. Alors, c'est toujours beaucoup plus amusant pour un journaliste de rencontrer des gens très enflammés, très excités, très énervés que de rencontrer des gens qui sont dans une forme d'apaisement. En même temps, je crois qu'on était tous un peu en surchauffe et qu'on avait besoin que ça se calme un peu. Voilà. Alors, Anne, vous qui êtes dans une radio internationale, RFI, très écoutée dans le monde francophone, est-ce que quand on regarde ce qui se passe, tout ce dont on a parlé là tout le long de cette émission, le microcosme américain, est-ce qu'au fond, on n'est pas dans une sorte, c'est juste simplement un peu un miroir de ce qui se passe à travers le monde, y compris en Europe, y compris en France, en Europe occidentale.
même quand tout à l'heure, Claude, vous interpellez sur la question des gens qui veulent pas se faire vacciner, on voit la même chose en France. Il y a même eu des manifestations nationales de gens qui sont contre le vaccin. Et je donne la France juste parce que on parle français ici, mais c'est le cas dans des tas d'autres pays, dans pratiquement tout. Est-ce que vous ne pensez pas que, et je me demande s'il y a cette discussion, ce débat au niveau de RFI, est-ce que vos auditeurs en parlent? Il y a une sorte de montée des populismes à l'échelle internationale, et quelque part, au fond, ce que l'on a vécu ici de manière très drastique, de manière très caricaturale avec Trump, ce n'est au fond qu'une tendance qui a commencé déjà bien avant Trump, de vous à moi, et qu'on retrouve en Angleterre, on retrouve en Italie, en Pologne, en Hongrie, en France, au Brésil. On retrouve ça un peu partout. On retrouve un durcissement des systèmes autocratiques en Afrique, en Asie. Bref, on est en train d'assister à l'échelle mondiale à une sorte de resurgence des populismes, des autocraties, avec tous les dangers que cela comporte. Alors, est-ce que, avec la distance que vous avez par rapport à l'Amérique, parce que vous êtes sur une radio internationale, mais également le fait d'être dans un niveau beaucoup plus macro avec la radio internationale, de retourner à Paris, donc ça vous redonne encore plus de distance. Est-ce que vous avez cette impression, vous vous dites, au fond, mais peut-être qu'au fond, aux États-Unis, j'étais dans une sorte de laboratoire, grandeur nature, par rapport à ce qui se passe sur le reste de la planète? Tout à fait, et c'est pour ça que j'ai toujours adoré venir aux États-Unis, parce que avant d'être nommée ici, je suis venue à de nombreuses reprises faire des reportages aux États-Unis. C'est pas le miroir, c'est souvent là où les choses débutent et commencent. C'est l'échantillon, ouais. C'est l'échantillon, et c'est vrai que. Alors, vous avez raison, c'est vrai pour les tendances populistes et nationalistes. C'est pas né aux États-Unis. C'est vrai que Viktor Orban était au pouvoir avant Trump en Hongrie. Mais c'est vrai qu'avec Trump, on a vu ce que ça donnait quand il s'agissait d'un grand pays et d'un pays puissant. Mais il y a d'autres choses qui naissent aux États-Unis et qui sont ensuite exportées en Europe. Il n'y a pas que le phénomène politique. Je pense par exemple au mouvement Black Lives Matter qui a eu ses petits frères en France, en Europe. Je pense à d'autres phénomènes, par exemple… Le wokisme. Pardon ? Le wokisme. Ouais, oui, ou de manière plus brutale, la crise des opiacés. Enfin, moi, je suis complètement sidérée de voir, par exemple, qu'on se met en France à prescrire de plus en plus de médicaments opiacés qui ont causé tant de ravages aux États-Unis, alors qu'on a vu il y a eu 500 000 morts américains d'overdose à la suite, et on a annoncé aujourd'hui un accord majeur d'ailleurs pour interrompre des procédures judiciaires. 26 milliards de dollars. Et voilà, 26 milliards de dollars pour les distributeurs de médicaments et un labo. Et ben voilà, c'est comme si le monde regardait l'Amérique et ne pouvait pas s'empêcher de reproduire ce qui s'y passait, même avec le recul, et c'est tout à fait sidérant. Et ouais. C'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours fascinant d'observer ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai pour aussi des choses… Anne, il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de nous séparer. Un grand moment de ces 4 années aux États-Unis. Oh là là, un grand moment, mais c'est que des grands moments. Je crois que le plus frappant, c'était l'assaut du Capitole, quoi. Là, c'est là où tout a explosé. Enfin, c'est quelque chose qui paraissait inimaginable. Moi, je suis allée très souvent au Congrès et j'ai été parfois réprimandée par des policiers du Capitole parce que je parlais un petit peu trop fort. J'ai une voix comme ça qui parle fort, qui porte loin. Et je voyais ce lieu qui était toujours visité avec un respect insensé par les Américains, qui me semblait, moi, parfois même un peu ridicule, quoi. En France, on a une espèce de légèreté, finalement, face à la République et aux institutions. On n'hésite pas à brocarder nos élus, etc. Ben, là, au Capitole, il y a toujours un respect, enfin, un respect pour le drapeau. Et soudainement, ce 6 janvier, tout ça a basculé dans la folie, dans la violence.
Et j'ai été complètement sidérée de voir cela. Et pour moi, ça a été vraiment un moment où je me suis dit, mais c'est dingue, ce pays nous surprendra toujours. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir les conséquences de ce jour où toutes les normes ont véritablement explosé jusqu'à causer la mort de 5 ou 6 personnes. Un souvenir un peu plus agréable tout de même? Toutes mes rencontres avec les Américains, on parlait de l'électorat Trump. Je voudrais dire quand même que j'ai été reçue, par exemple, magnifiquement par les mineurs de charbon de Virginie occidentale. J'avais été faire un reportage vraiment dans un coin complètement paumé avec des mineurs. Et puis, on discutait. Ils étaient très franchement pro-Trump pour des raisons qui s'expliquent aisément. À la fin de la journée, vers 17h, je leur dis, vous connaissez pas un motel là, parce que j'ai quand même 8 heures de route avant de rentrer. On dit un motel, mais il y en a un à 2 heures, mais fréquenté que par des toxicomanes et des prostituées. Et ils m'ont invité à dîner et à dormir chez eux. Ils ont appelé leur femme. Oh, on a une journaliste française. Et j'ai été accueillie, mais comme une princesse, chez des gens modestes, dont je partageais pas l'opinion. Mais voilà, c'est la chaleur de ces rencontres avec les Américains qui, quelle que soit leur opinion, ont toujours le cœur sur la main et ont toujours l'accueil rivé au corps. Et vraiment, je pourrais citer des dizaines d'exemples comme ça où, quelles que soient leurs opinions, j'ai toujours été accueillie avec une chaleur qu'on ne trouve pas toujours ailleurs. Alors, pour une note plus personnelle, je crois qu'on habite dans le même quartier. Et la seule fois qu'on s'est rencontrés en 4 ans, vous jouiez au tennis avec votre fils, ça va vous manquer, ça, Tuttle Park, là. Ah ouais, effectivement. Ça, la vie quotidienne à Washington est vraiment très agréable. Aller courir à Rock Creek Park, au bord d'une rivière, dans la forêt, voir les lapins dans mon jardin, tout ça, ça va me manquer. Je vous parlais de la courtoisie, des échanges. Retrouver Paris, c'est un plaisir parce que c'est ma ville. J'y ai ma famille, j'y ai mes amis, mais le quotidien sera un petit peu plus dur, je crois. Eh bien voilà. J'espère travailler un petit peu moins. Notre émission s'achève. Ça n'est qu'un au revoir. Merci Anne. Je rappelle que vous avez été la correspondante, l'envoyée spéciale permanente aux États-Unis de RFI et nous espérons vous revoir lorsque, j'en suis persuadé, vous reviendrez faire des reportages aux États-Unis. Merci. J'espère bien, j'y compte bien. Voilà, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Merci René, Denis, Herman, Georges, sans oublier notre producteur-réalisateur Serge Djemba. N'hésitez pas à nous écrire si vous nous avez suivis et envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions à .usa@frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.